Bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? Vous êtes bien installés? C'est bon? Du coup, on va démarrer. Alors, j'en connais certains parmi vous, mais pas tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Chloé. Ça fait 1 an que je travaille chez Comet et je travaille dans la communauté. Donc, il y en a qui sont jamais venus ici. Ouais. Il y en a qui connaissaient pas du tout Comet avant de venir ici. Ok, super. Et est-ce qu'il y en a qui font déjà partie de la communauté? Ok, cool. Du coup, je vais vous faire une rapide présentation. Donc nous, en fait, on connecte les freelance tech data avec des clients. Et aujourd'hui, notre vision, c'est de changer profondément la manière dont bossent les freelance tech data aujourd'hui. Et ça passe par 3 axes, en fait. Le premier, c'est de faire du travail une commodité en proposant à tous les freelance tech data une continuité de mission, en fait. Et la deuxième, c'est d'oxygéner la vie des freelances. Parce qu'en fait, aujourd'hui, être freelance, c'est pas hyper cool. Être salarié, c'est peut-être pas hyper cool non plus. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre le meilleur de chaque côté pour en faire un truc trop cool. Et que demain, être freelance, ça soit génial en vous proposant, par exemple, des partenariats avec des mutuelles, des organismes qui vous fournissent une garantie pour votre logement, par exemple, de la formation, voilà, plein de choses. Et le troisième axe, c'est de construire et de faire vivre la plus belle communauté tech data. Donc ça passe par différentes choses. Aujourd'hui, toute la communauté est réunie sur un Slack pour en fait casser un peu la solitude qu'on peut avoir quand on est freelance. Donc tout le monde se retrouve en fait sur ce Slack et tout le monde se retrouve aussi à des événements comme celui-ci. On a aussi pas mal de freelances dans la communauté qui écrivent des articles, qui proposent des projets perso pour aider dans le quotidien, etc. Donc voilà à peu près ce qu'on fait. Voilà. Je vais vous laisser avec Yann du coup. Il va se présenter, il va tout vous dire. Bon talk, à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc, je suis Yann Georget, je suis le cofondateur de BotFuel. Et en fait, cet événement ce soir, donc c'est organisé par Comet, c'est aussi co-organisé par Chatbot Paris. Chatbot Paris, c'est un meet-up sur les chatbots qui existe depuis plus d'un an et demi, je crois maintenant, et qui est en fait organisé par BotFuel. Donc voilà, Chatbot Paris, BotFuel, c'est un peu la même histoire. Et donc ce soir, l'idée c'est de faire une session de live coding. Donc, pour nous, c'est un peu original, c'est-à-dire que d'habitude on fait des meet-up plutôt thématiques, où on fait intervenir d'autres personnes que nous, en fait. On fait intervenir des gens qui font des chatbots. Et là, on voulait parler nous-mêmes cette fois-ci et faire une session de live coding. Donc juste un deuxième slide sur le chatbot Paris. Bah voilà, chatbot Paris c'est un meet-up, vous avez les infos ici. Euh, et je vais juste dire un tout petit mot, avant de passer au code, je vais juste dire un petit mot sur BotFuel. Donc BotFuel c'est quoi? C'est un éditeur de logiciels qui existe depuis le début 2016. On fait de la technologie pour faire des chatbots. Euh, donc on développe toute une plateforme de développement de chatbots. Il y a un autre slide après qui vous montre un petit peu la plateforme. Ce soir, on va faire un focus sur le développement de chatbot avec notre SDK de développement de chatbot. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur BotFuel? On est en pleine expansion, on est 12 maintenant. Euh, on a levé des fonds au début 2017. On a été financé par Sevenchers et Brega. On travaille avec des grands comptes en fait. Nous, notre métier, c'est de fournir de la
un bot. Voilà, donc je vais lui donner un nom. C'est moi qui fais des bruits là. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc je sais pas, on va l'appeler Comet Live Coding Bot ou Live Coding, voilà. Voilà, on s'en fiche un peu. Et puis on va le faire en anglais. Pourquoi? Parce que pour gagner un peu du temps, je vais faire un petit peu de copier-coller quand même. Et j'ai des bouts de code en anglais. Bon, ça va être plus rapide en anglais. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut pour créer un bot. Si tout se passe bien, ça le crée. Voilà. Donc créer un bot, c'est quoi? Principalement, c'est créer des credentials qui vont nous permettre ensuite d'utiliser tous les web services de traitement du langage. Donc nous, en tant qu'éditeur de logiciels, BotFuel, on fournit deux choses principalement. On fournit des web services de traitement du langage, un peu comme nos concurrents, par exemple, je ne sais pas, Microsoft, IBM, Recast, API, WITAI, etc. Donc on fournit ces web services-là. Notre particularité, c'est qu'on fournit aussi un SDK de développement de chatbot qu'on va utiliser ce soir. Donc en ce qui concerne les web services, voilà, il faut s'authentifier pour les utiliser. Donc c'est les credentials que vous voyez là, on va les mettre dans des variables d'environnement tout à l'heure. Ensuite, on a des plans. Là, ici, par défaut, on est sur un plan gratuit. Donc nous, BotFuel, il faut bien qu'on vive. Donc on fait payer l'utilisation de nos web services. On a des plans payants. Là, on a un plan gratuit qui permet de tout utiliser. C'est juste qu'on est limité en termes de nombre d'appels qu'on peut faire. Et voilà nos différents services. Donc on va les voir tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail. Plateforme d'analytics, le back-office de Q&A, les web services de NLU. On a aussi un module de web chat. Voilà. Donc voilà, donc ça, on a notre bot. Et maintenant, on va l'utiliser on va utiliser ces choses pour commencer à coder. Alors pour gagner un tout petit peu de temps, on va cloner un starter kit qui est disponible sur notre GitHub. Voilà, il est là. Voilà, bon, de toute façon, on va le cloner, mais juste, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a une partie de notre code qui est open source, pas tout bien sûr, mais une partie est open source. En particulier, notre SDK de développement de chatbot est open source. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans une console. Donc, je vais cloner le starter kit. Voilà. Et puis là, je fais npm install. Alors, je ne sais même pas si j'ai dit que notre SDK de développement de chatbot est en Node.js. Voilà, il est en Node.js. Alors, pourquoi Node? Peut-être, pourquoi Node? Voilà, nous, on pense chez BotFuel que développer un chatbot, en fait, un chatbot, c'est pas vraiment différent d'une application web ou d'une application mobile. Ça, c'est notre postulat de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, ça exploite un nouveau canal que sont les messageries, les plateformes de messagerie, internes ou externes, ou publiques. Et en fait, un chatbot, c'est une application web, en fait. C'est un service web qui discute avec ses messageries. Donc nous, c'est la raison déjà pour laquelle on fait un SDK. Et alors, pourquoi on a choisi de faire ce SDK en Node et pas, par exemple, en Python ou un autre langage? On se dit, tous les développeurs qui font du développement web de nos jours, du développement web ou du développement d'applications mobiles, de plus en plus, ils vont être amenés à développer des chatbots parce que c'est la demande, parce que les clients veulent de plus en plus de chatbots. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est une transition assez simple, c'est assez logique de faire ce SDK en Node pour cette raison-là, parce qu'il y a cette grosse communauté de gens qui font déjà du web. Voilà. Et puis en plus, toute la partie traitement du langage, toute la partie machine learning, nous, on l'a mise dans des web services. Donc en fin de compte, quand on développe le bot, on n'a pas besoin de manipuler du Python, de manipuler des librairies de machine learning ou de NLP. Donc voilà, donc je fais ça. Donc ça va cracher quelques messages d'erreur. Ça c'est Node ça c'est Node, c'est normal. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut, alors c'est toute la partie un tout petit peu pénible, il faut que je renseigne mes variables, mes credentials. Donc j'en ai 3 renseignés, c'est la partie tout petit peu pénible.
Voilà. Et je peux faire npm start. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une typo. Bot fuel. Voilà. Donc là, j'ai démarré un bot. Donc vous ne savez pas encore ce qu'il y a dedans parce que voilà, je l'ai cloné. Mais il sait déjà en fait faire des choses. Je peux lui dire hello. Voilà, il me répond. Je ne sais pas si vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez. Voilà. Je peux lui dire. Voilà. Donc il sait faire des choses. En fait, il sait faire que ça pour l'instant. Donc c'est pas grand chose, mais on va voir comment il le fait. Donc peut-être, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être prenons un tout petit peu de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un bot quand on tape ces phrases-là. En fait, il y a deux problèmes qu'on cherche à résoudre quand on fait un chatbot, que à peu près tout le monde cherche à résoudre. Pas forcément tout le temps dans le même ordre. Donc nous, on a aussi notre opinion là-dessus. Mais un des problèmes qu'on cherche à résoudre, c'est un problème de classification. Le problème de classification qu'on cherche à résoudre, donc c'est un problème d'apprentissage supervisé, c'est étant donné une phrase, on veut la classifier, donc on veut l'étiqueter, lui donner un label. Et ici, on a deux types de phrases différentes. La première, c'est, on peut dire, c'est le label hello, greetings, si on dit bonjour, voilà. Donc là, je l'ai dit en disant hello, j'aurais pu le dire peut-être autrement. Et la deuxième classe que j'ai dans cet exemple-là, c'est de déclarer son nom. Déclarer comment on s'appelle. On pourrait dire c'est le label name ou voilà. Donc on a deux classes et le problème de classification qu'on cherche à résoudre, c'est donc ce bot pour l'instant il a que ces deux classes-là, il connaît que ces deux classes-là. Et donc quand on va lui donner une phrase, il va essayer de voir s'il peut classifier comme étant l'une de ces deux classes. Donc ça c'est un problème de ce qu'on appelle intent classification. C'est très très classique en NLP. Le deuxième problème qu'on cherche à résoudre, disons qui est résolu par le bot, c'est un problème d'extraction d'entité. Donc l'extraction d'entité, c'est étant donné une phrase, on va chercher à extraire de cette phrase-là des entités qu'on appelle des fois des entités nommées et qui correspondent par exemple à des grandeurs. Ça peut être des grandeurs physiques, ça peut être des noms, ça peut être des adresses, ça peut être des dates, ça peut être des URL, ça peut être des hashtags, ça peut être plein de choses. Et une fois qu'on a fait ces deux choses-là, une fois qu'on a fait l'intent classification et qu'on a extrait les entités, on a déjà vraiment bien compris la phrase en fait. On a extrait un peu tout le sens qu'il y avait à extraire de la phrase et on pourrait dire que tout le reste c'est un peu du bruit. Par exemple là j'ai dit, mon nom est Yann, j'aurais pu dire je m'appelle Yann, j'aurais pu dire Yann c'est mon nom, et vous voyez c'est le même intent et c'est la même entité Yann. Et en fait le reste c'est un peu du bruit. Donc on va voir maintenant comment le bot résout ces deux problèmes-là. Ah, peut-être qu'il faut que je... Donc, un chatbot écrit avec BotFuel Dialog, le SDK de BotFuel, il a ces quatre répertoires, et on va voir qu'ils contiennent chacun des fichiers un peu différents. Intents, c'est des training sets, des jeux d'apprentissage. Donc là, comme je vous ai dit, on a deux classes, greetings et name. Pour chacune de ces classes-là, on va avoir un training set qui va permettre d'entraîner le bot et donc de lui apprendre à reconnaître les phrases. Alors là, c'est un starter kit, on a voulu que ce soit très très simple. Donc on a limité au minimum chacun des training sets. Donc le premier training set, il contient juste hello bot. J'aurais pu dire bonjour bot, j'aurais pu dire salut, j'aurais pu dire plein de choses. On a juste mis hello bot. Et le deuxième, il contient cette phrase-là. Alors vous voyez, il contient la phrase my name is Bob. Pourtant, je lui ai dit my name is Yann, il a quand même compris. Donc voilà, il a classifié, et il a compris que mon intention c'était de déclarer mon nom, mais il ne s'est pas attardé sur le Bob, c'était pas très, très important. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des extracteurs. Les extracteurs, c'est ce que je vous disais, c'est le deuxième problème qu'on cherche à résoudre, extraire les entités. Et là, qu'est-ce qu'on a extrait comme entité? On a extrait un prénom. Donc on a un extracteur de prénom.
Alors, ce qu'on fournit nous chez Boatfuel, c'est un web service qui permet de faire de l'extraction d'entités. Et cette classe-là, bah, c'est juste un petit wrapper autour du web service. Donc on a fait en sorte qu'il soit le plus simple possible. Donc vous voyez, il y a WS Extractor, c'est le web service d'extraction, et on le paramètre juste en renseignant le type de dimension qui nous intéresse. Ici, c'est forName, prénom. Mais j'aurais pu mettre d'autres choses. Peut-être pour vous illustrer ça autrement, on peut retourner ici, regarder le web service. Donc ça, c'est un playground qui permet de jouer avec les web services. Donc dès que vous avez un bot, vous pouvez faire ça. Donc là, je peux dire my name is Yann. Voilà, je peux faire ça. Voilà. Et ça m'a reconnu deux mots, is, qui est en anglais qui doit être un straight type, et un prénom Yann. Si j'avais mis, je sais pas quoi, I wear, je sais pas quoi, yellow shirt, je dis n'importe quoi, j'écris un peu n'importe quoi pour voir ce que ça donne. Et ben là, ça va m'extraire une couleur, par exemple. Donc vous voyez, en fait, ce web service, il est capable d'extraire plein d'entités. En fait, nous, chez Boatfuel, notre web service, il supporte 31 entités. Donc qui vont des très simples, comme des couleurs, qui sont vraiment des entités nommées, à des entités très complexes, comme des dates ou des adresses. Et si on revient, bah, vous voyez, ici, on avait dit, on a dit, je m'intéresse qu'au prénom. Donc la configuration de ce web service va faire qu'on va récupérer que les prénoms. Donc je continue pour vous finir de faire l'état des lieux du chatbot. Donc on a vu Intent Extractor. Donc on a dit, une fois qu'on a fait résolu ces deux problèmes, on sait vraiment tout ce qu'il y a dans la phrase. Donc après, il faut brancher sur un dialogue qui est un peu le contrôleur du chatbot. Nous, on a cherché dans notre SDK à implémenter quelque chose qui ressemble au pattern MVC, pour ceux qui le connaissent. Donc on a cette notion de contrôleur qui va aiguiller la conversation. Et on a la notion de view qui va générer les messages, générer les réponses. Donc ici, par exemple, on a on va prendre par exemple le greetings dialogue. Bah, lui, on dit que c'est quoi? Bah, c'est un dialogue qui fait rien, il n'a pas de logique, il va directement appeler sa vue. Il est très simple. Et le name dialogue, lui, c'est un prompt. Donc ça, je ne vous l'ai peut-être pas montré. J'aurais pu dire tout à l'heure, parce que j'aurais pu dire my name is, et pas donner le prénom. Donc là, il n'a pas compris, il s'attendait à un prénom. Donc il s'attend à quelque chose. Et là, on lui dit, ce qu'il doit comment dire, extraire de la phrase. Donc on lui avait dit, là on lui dit, extrait quelque chose que tu vas appeler name, et la dimension correspondante, c'est un prénom. Donc ça va être... voilà, on va voir comment on l'exploite après. Ensuite, il y a la vue correspondante. Les vues correspondantes. Bah, la vue greetings, elle est très simple. On dit juste quel texte il faut afficher. Et la vue pour le nom, un petit peu plus compliqué. On récupère dans les entités extraites le nom. Si le nom est défini, on le capitalise. Bon, ça c'est juste pour faire joli. Et on dit nice to meet you, et puis le nom qu'on a extrait. Sinon, on dit, bah voilà, j'ai pas compris. Donc vous voyez, il y a une séparation claire entre la logique du dialogue, qui pour l'instant est très simple, elle est quasi vide, et puis la partie vue, affichage. Donc quels sont les avantages de ça? Les avantages, ils sont multiples. Le fait d'avoir une classe de vue séparée du dialogue, ça vous permet d'organiser votre code, ça vous permet de facilement traduire un bot. Si vous voulez faire le bot en français, ou voilà, vous pouvez localiser ce fichier-là.
Si vous voulez brancher votre chatbot sur plusieurs messageries différentes et donc exploiter au mieux les caractéristiques de chacune messagerie, vous pouvez aussi localiser ce fichier, l'adapter pour exploiter les caractéristiques des messageries. Ce n'est pas la même chose de faire un chatbot sur Messenger ou de faire un chatbot qui répond à des SMS. Vous n'avez pas les mêmes capacités de la messagerie, donc il faut les exploiter différemment. Donc voilà, donc cette séparation, elle est intéressante de ce point de vue-là. N'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est pas clair. Maintenant, on va vraiment coder, on va partir de là pour faire des choses un peu plus compliquées, donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Ouais. Pour déterminer l'entité, en fait, est-ce que c'est on a fait une proba dans différentes classes d'entités et on prend l'entité? Alors en fait, on a un algorithme un peu sophistiqué qui va répondre pour un même mot. Alors je ne sais pas si je peux trouver un exemple qui vous le montre. Si je prends ça par exemple. Vous voyez, rose, c'est à la fois un prénom et une couleur. Donc là, il m'a donné les deux. Par contre, notre algorithme, il va faire en sorte que pour une sous-chaîne donnée et pour un type donné, il n'y ait qu'une seule réponse. Si je vous donne un exemple. Une adresse, ça peut être plus ou moins qualifiée. Donc, par exemple, l'algorithme va être greedy, c'est-à-dire qu'il va chercher à capturer l'adresse la plus grande autour d'une sous-chaîne donnée. Donc, il vous donnera, pour un bout d'adresse, il ne va pas vous donner toutes les sous-adresses possibles. Il va vous donner l'adresse la plus grande. Par contre, voilà, un fragment de phrase comme ici peut être de plusieurs dimensions possibles. Et là, on vous donne les différentes alternatives. En cas d'ambiguïté, on a aussi une couche bayésienne par-dessus qui sélectionne le résultat le plus probable, en fait. Voilà. Une autre question, peut-être? Non, c'était sur les catégories. Au départ, Oui. tu arrives avec un set de trentaine Des entités, ouais. d'entités. Trentaine d'entités, ouais. 31, ouais. On peut les étendre. On peut créer les siennes. On peut créer les siennes facilement. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une fonctionnalité au bot. On va lui faire comprendre des demandes de voyage. Donc pour faire ça, on va tout faire. On va faire les intents, les vues, les dialogues, etc. Donc je vais faire par exemple un travel intent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Ok. Ah, je sais pourquoi là. Je suis pas dans le bon répertoire. Non. Si. Ok. Voilà, en fait c'est parce que je l'avais déjà tapé avant, j'ai répété mon truc. Donc voilà, j'ai mis 2 phrases dedans. Je pourrais changer. Voilà, donc ça, là j'ai un intent où j'ai mis 2 phrases. Je peux en mettre plus, mais voilà, peu importe. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on rajoute des intentions à un bot? Il faut réentraîner le bot. Et ça se fait par cette commande-là. Ah, mince. Voilà. Donc là, j'ai réentraîné le bot. Donc en faisant ça, j'ai lu tous mes fichiers d'intention, je les ai parsés et j'ai calculé un modèle de classification qui va être utilisé au runtime par le bot. Voilà, donc ça, j'ai mon intent. Oui. Les training sets qu'on vient de voir là, qui sont tout petits. Ouais. Donc c'est des exemples de phrases. Donc il faut mettre des phrases qui correspondent à la façon dont les gens s'exprimeraient. Plus il y en a, mieux c'est. Bon, là j'en mets très peu parce que j'ai pas envie de passer mon temps à les coder, mais
Plus il y en a, mieux c'est. Et voilà. Par exemple, énumérer des destinations, ça fait partie. Non, parce qu'en fait, comme ça c'est traité par l'extraction d'entité, il n'y a pas du tout besoin en fait. Justement, on l'a vu tout à l'heure quand je disais My name is Bob ou My name is Yann, même avec Bob ou Yann, ils comprenaient. Voilà, donc, tout cet aspect-là, il est complètement traité par l'extraction d'entité. C'est plutôt des formulations différentes. Donc maintenant, on va faire un extracteur de ville. Ouais. Ouais, on peut faire des questions. Donc là, on va faire un city extractor. Voilà, donc faut pas que je me trompe. Donc city extractor. Pareil, il va utiliser le web service. Et puis il va s'intéresser qu'à la dimension ville. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire un dialogue. Alors, dialogue, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, le dialogue, c'est vraiment le cœur du bot. C'est ce qui pilote le bot. On sous-classe ici un prompt dialogue. Donc, c'est un dialogue qui peut poser des questions. Là, on va lui faire poser des questions. Donc, prompt, ça veut dire qu'il prompte, quoi. C'est-à-dire qu'il questionne l'internaute. Voilà. Donc, on va mettre quoi? On va mettre destination ici. Et la dimension, c'est une ville. Voilà. Donc là, il va nous poser qu'une seule question, c'est la ville. La ville où on veut aller. Et maintenant, il reste la vue. Donc, on va faire un peu différemment de l'autre vue, là, de NameView. Parce que NameView, il ne nous posait pas de question. Là, on veut que ça pose une question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Bon, je vais copier là aussi. Donc c'est pareil, il y a une classe qu'on sous-classe, PromptView, qui fournit des services. Donc tout ça, c'est documenté. On a une doc, j'ai oublié de dire, on a un site qui s'appelle docs.botfuel.io, où il y a à la fois des tutoriels, donc il y a ce tutoriel que je suis en train de faire, il y a des docs de référence, il y a des exemples, il y a plein de choses. Donc là, on va expliquer un peu plus ce qu'on fait. Match entities, c'est ce qui est récupéré par l'extraction d'entité. Donc c'est un hash qui contient un objet JavaScript qui contient toutes les entités indexées par le nom qu'on leur avait donné, donc on l'avait appelé destination tout à l'heure. Et là, on veut récupérer la valeur de l'entité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, s'il n'y a pas de destination, on va poser une question. Et on va dire... Alors pareil, là aussi, on utilise des classes botTextMessage, c'est des classes qui sont là pour aider, qui vont générer en fait des messages au format interne de BotFuel. Ce format-là, ensuite, il est utilisé par une couche que je n'aurai pas le temps de vous décrire en détail ici, qui est un adaptateur qui retranscrit le message au format de la messagerie. Donc par exemple, Messenger, il a son propre format JSON pour les messages. Slack, il a son format, etc. Chaque messagerie a ses formats. Nous, on a abstrait tout ça avec notre format interne et on a une couche d'adaptateur qui fait cette transcription. Une chose que j'ai oublié de vous dire, là, le bot, je vous l'ai montré dans une console. C'est un peu original, c'est pas très courant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un tout petit peu long de configurer un bot Messenger. Donc, je voulais économiser ce temps-là. Donc, nous, on a fait un adaptateur qui nous permet de nous connecter à une console.
Donc dans nos adaptateurs qu'on fournit, on a un adaptateur Messenger, on a un adaptateur pour notre web chat à nous, on a un adaptateur qui permet de faire tourner le bot dans une console, ce qui est très pratique. On a un adaptateur de test aussi qui permet de faire tourner des tests automatiques. Voilà, on a pas mal d'adaptateurs. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais poser une question. Donc si j'ai pas de destination dans la phrase, je vais poser une question. Voilà, où voulez-vous aller? Et sinon, si j'ai une destination, là je peux mettre un message un peu personnalisé. Voilà, je vais mettre ça. Donc là, vous voyez, c'est ma vue. Donc ça ne contient pas de logique compliquée, c'est juste de la logique d'affichage. Maintenant, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire tourner notre bot. Si j'ai pas fait d'erreur. Donc je l'ai entraîné. Je peux le redémarrer. Et là, je vais lui dire, par exemple... je me suis trompé. C'est NameView. Ouais, j'ai oublié, j'ai copié un peu vite. Voilà. Donc il me pose la question, où voulez-vous aller? Je lui dis, je sais pas, London. Voilà. Donc vous voyez, il m'a dit ça. J'aurais pu faire un truc différent. J'aurais pu lui dire... Là, il ne me pose pas de question, il a directement l'entité. Oui. Alors, c'est justement ça, c'est le dialogue qui va faire ça. C'est le dialogue qui va aiguiller. Lui, le dialogue, il récupère toute l'info, les différentes entités extraites, et il va choisir, il va essayer de déterminer quelle entité est quoi. Ensuite, ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème en particulier, on pourrait avoir des entités qui seraient des entités destination. Au lieu d'avoir une ville, on aurait une entité destination. Une destination, c'est quoi? C'est une ville qui est précédée d'un mot qui indique que c'est une destination. Donc il y a plusieurs approches possibles. Soit on fait des entités spécifiques destination origine, soit on laisse le dialogue se débrouiller, alors autant qu'il peut, pour essayer de deviner ce qu'est chaque entité. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux changer d'avis en fait. Vous voyez? Donc en fait, le bot, il est déjà conversationnel. Ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez BotFuel, c'est de faire des bots conversationnels. Donc là, j'ai pas codé une logique spécifique pour qu'ils comprennent un changement d'avis. Les changements d'avis sont automatiques. Ils sont pris en compte automatiquement. Il y a une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que si je lui dis par exemple... Pardon, juste, ouais. Ça veut dire que là, on ne va pas historiser ce qui s'est passé. Si, on l'historise, mais là, on redéfinit l'entité destination, donc automatiquement, le dialogue, par défaut, quand on lui redonne une destination, il l'extrait, il réécrase l'ancienne. La dernière destination connue, Oui. c'est pas... Par défaut, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux lui dire I want to travel. Et là, il me demande bien sûr où est-ce que je veux aller. Et là, je fais une digression. Je lui dis par exemple hello bot. Ça, vous pouvez essayer ça sur tous les frameworks de développement de bots, ça ne marche pas. Je pense qu'on est après les seuls à gérer les digressions. Donc la digression, c'est quoi? C'est je suis dans une conversation où j'ai commencé à renseigner quelque chose. Bon là, c'est très simple, c'est une destination. Ça pourrait être un parcours plus compliqué,
où je renseignerai une date, un nombre de voyageurs, etc. Et je fais une digression. Je demande, par exemple, si je réserve un billet d'avion, je demande est-ce que les bagages en soute sont compris dans le prix du billet. Ça peut arriver qu'on ait envie de faire ça. Bah, la plupart des solutions de développement de chatbot, en fait, sont basées sur des arbres de décision, donc elles vous enferment dans un arbre de décision. Vous avez commencé un parcours, vous ne pouvez pas en sortir. Vous voyez, ici, là, c'est naturel, ça marche tout seul. Et il n'y a pas de code qui fait ça, c'est le framework qui le gère. C'est quand on a fini un intent, on passe à l'intent précédent. Mais là, on n'a pas fini. Alors, on a fini Hello Human. Oui, C'est ce que je veux dire. oui, Quand on finit ouais. un intent dégressif, on reprend sur Voilà, c'est ça. Donc nous, on a un modèle d'exécution des conversations qui est assez sophistiqué, qui gère ça. Donc ça gère... le stack. Si on avait, je sais pas, 10 intents, on pourrait imbriquer les uns dans les autres. Oui, alors c'est un tout petit... Mais c'est un peu l'idée. C'est un petit peu plus sophistiqué pour que ça fasse pas des... Pour que ça marche bien un peu dans tous les cas. Mais c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'intéressant aussi? On va faire... Parce que j'ai plus beaucoup de temps. On va faire un petit fichier de config. Là, vous avez vu, il n'y a pas de config. Donc ça, c'est aussi une de nos marques de fabrique. C'est nous, on aime bien React comme framework. Donc ça nous a inspiré pour certains aspects du SDK. Un autre framework qu'on aime bien, c'est Rails. Et donc un des trucs qu'on aime bien dans Rails, c'est Convention over Configuration. Donc la notion de par défaut, ça marche bien. Donc là, vous voyez, on n'a pas mis de config, ça marche bien. C'est-à-dire ça marche bien, ça veut dire quoi? C'est que ça comprend qu'on est dans un shell adapteur. Ça log pas trop. Voilà, il y a tout qui est bien configuré. On va quand même faire un petit fichier de config pour juste vous montrer quelques petits trucs. Donc on va faire un fichier qu'on va appeler config.js. Voilà. Ah bah j'en ai déjà un. Voilà, qui était... Et là je vais mettre... logger debug. Et là, je peux faire... Je crois que ça va marcher. Voilà. Vous voyez, c'est très verbeux, là. Donc ça, c'est intéressant quand on veut débugger. On a fait en sorte que ce soit... Donc ça montre toutes les... Si par exemple, je dis... Donc ça va, voilà, ça m'a extrait les entités. Si on montait plus haut, je pense qu'on trouverait... je sais pas si je vais le trouver... Voilà, bah là ça m'a fait la classification. Vous voyez, travel a été reconnu à 0,99%. Et puis les autres, name et greeting, sont une prova très très faible, qui est non nulle, c'est normal, ça, mais qui est très faible. Donc voilà, donc ça permet vraiment de comprendre tout ce qui se passe dans le bot. Donc, voilà. Maintenant, on va faire un truc, on va rajouter un peu des fonctionnalités à notre bot. Donc, vous voyez, là le bot, il faut le programmer. Bon, c'est assez simple avec les classes, sous-classes, les prompts. Il n'y a pas beaucoup de code à écrire, mais on a quand même écrit un peu de code. Il y a un cas où on n'a pas du tout envie d'écrire de code, c'est quand on a des Q&A, des questions-réponses statiques. Donc pour ça, on a un back-office que je vais vous montrer. Qui est là. Donc c'est un back-office d'édition de questions-réponses. Donc là, c'est pareil, je vais mettre des trucs assez triviaux. Par exemple, voilà. Là, je peux, peut-être qu'il faut que je clique là-dessus, voilà. J'ai un petit module de test ici. Donc là, c'est pas vraiment un chatbot, c'est juste une fenêtre de test. Donc là, c'est un autre module de classification, mais qui est dédié aux questions-réponses, qui fonctionne un peu sur le même principe, sauf que voilà, l'entraînement est fait automatiquement. Voilà, je peux mettre une autre phrase. Chaque question, c'est un moteur d'intent.
Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. Pas définir un intent, enfin donc une question avec plusieurs phrases. Si, bien sûr. Ah, si, bah tout à fait, oui, là. Là, je vais en mettre une. Les différentes cases de questions, c'est la même question en fait. Ouais, c'est la même Q&A. C'est deux formulations de la question. Euh, Voilà. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut brancher ça sur notre bot très très facilement. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Ben, on va. Je vais enlever ça parce que ça, c'est un peu pénible. Donc, dans nos chatbots, tout est configurable en fait. On a fait vraiment en sorte que ce soit très très modulaire, très très configurable. Donc ça, c'est le module de NLU, donc de traitement du langage. Et je vais lui dire d'utiliser Q&A sans config particulière. Voilà. En fait, voilà ce que je lui dis. Et ça, maintenant, je peux relancer mon bot. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Il faut que je fasse cette erreur à chaque fois. Il faut que je lui donne un nom. Ça, je pense que ça marchera. Voilà. Tout ça, c'est expliqué dans, on a pareil une doc sur la config. Donc, je sais pas, what is the weather? Voilà. Vous voyez, c'est pris en compte. En fait, c'est pris en compte en live, en fait. Oui. Pardon? J'ai pas bien compris. Maximum? Alors, le temps, c'est pas un problème. Euh, Après, quand on fait de la classification multilabel, comme c'est le cas ici, quand on a plus que plusieurs centaines d'intent ou de Q&A, ça commence à moins bien marcher parce qu'en fait, on a beaucoup de classes. Si on a des petits training sets pour chacune des classes, ça fait des matrices qui n'ont pas tout à fait la bonne forme. Donc en fait, on peut augmenter le nombre d'intent ou de Q&A, mais il faut augmenter la taille des training sets. C'est un peu ça l'enseignement qu'il faut. Voilà, on arrive après au bout de ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, on a fait un petit bot qui pose des questions, qui répond. On a intégré des Q&A. Après, on peut faire des choses bien plus sophistiquées, bien sûr, mais là, on avait un temps un peu limité. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Et si tu me demandes là, what is the weather in London? Ah bah, il va me... C'est à partir de là que ça devient... Oui, bah... Dans ce cas, ça sort de la Q&A. Je sais pas, en fait... Voilà. Sûrement je... Après, là, on rentre dans un problème de classification. Est-ce que, bah là, cette phrase, on se dit, bah, c'est peut-être normal qu'elle soit classifiée comme ça. Peut-être qu'il y a des phrases qui peuvent être ambiguës. Il y a des phrases qui peuvent être ambiguës, qui peuvent avoir deux classes. Nous, ce qu'on fait aussi, là, j'ai pas le temps de vous le montrer, on sait faire du multi-intent. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, vous trouverez des exemples dans notre doc, sur notre site. Ça, c'est un exemple aussi que la plupart des bots, si vous les testez, par exemple, ils vous fournissent un service. Ils vous disent, bah, voilà, j'ai réservé ton billet d'avion. Vous êtes en train de réserver un billet d'avion, ils vous disent, voilà, ton billet d'avion est dans ton panier. Vous leur dites, merci, et je voudrais en réserver un autre. Et ils répondent, de rien. Et ça, c'est très très énervant. Donc nous, on fait du multi-intent. Donc c'est une feature un tout petit peu expérimentale, mais qui commence à bien marcher. Donc on est capable de gérer, comment dire, d'identifier les intents principaux de la phrase. Après, il s'agit de les ordonner dans le bon ordre.
et de fournir les différentes réponses. Donc on dirait par exemple de rien, et oui, bien sûr, je peux t'aider à en réserver un deuxième. Ça, on sait faire. Oui, alors ça, j'ai oublié de le dire. Dans nos services, on a un spell checking. Donc, je sais pas si je mets... Voilà, je n'ai peut-être pas été très ambitieux, mais je vais mettre ça. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qu'il me fournit? Pour chacun des mots, il a identifié les mots qui sont faux. Il m'a proposé plusieurs alternatives qui sont ordonnées suivant une probabilité. Et ensuite, il m'a proposé ici une phrase correcte, la plus probable. Donc, ce qui est intéressant avec notre techno, c'est que nous, on supporte des dictionnaires custom. Pourquoi c'est très très intéressant? On a fait par exemple le chatbot de la Française des Jeux qui permet de faire des paris sportifs sur des équipes de sport. Tous les noms des équipes, ce n'est pas des mots dans le dictionnaire français. Donc si on se contente d'appliquer bêtement un algorithme de correction orthographique, on va corriger des noms d'équipes en des mots français, donc ça ne va pas du tout. Donc pour que le bot marche bien, il faut être capable d'intégrer des corpus métiers spécifiques aux besoins du client. Donc nous, on sait faire ça. Et voilà. Et ne pas faire de correction orthographique, c'est embêtant aussi, parce que si on ne faisait pas de correction orthographique, il y a plein de choses qu'on ne comprendrait pas. Donc voilà. Donc il faut savoir faire de la correction orthographique, mais il faut savoir la customiser pour intégrer des corpus métiers. Donc ça, c'est assez facile à faire. Disons, nous, on sait le faire. Après, la correction orthographique, c'est un problème très compliqué. Nous, on ne prétend pas du tout l'avoir résolu très très bien. On fait des choses relativement simples. On corrige mot par mot. On pourrait faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Mais on voulait un algorithme qui réponde très vite, qui puisse intégrer des corpus métiers. Donc voilà, ça aiguille un peu nos choix. Pardon? Non, alors là, il n'y a pas... on a fait ce qui nous semblait le plus intéressant. Donc on a les grandeurs physiques, donc des durées, des longueurs, des choses comme ça, des prix. On a des entités complexes comme des dates et des adresses. Donc on peut dire, je sais pas moi, une adresse c'est compliqué, quoi. Il y a une rue, un numéro de rue, peut-être le 12 terre, rue machin, à la Tranche-sur-Mer. Donc, c'est très compliqué et ça se localise très ouais. mal. Donc voilà, donc des entités complexes. Après, on a quoi? On a rajouté quelques trucs qui nous passaient par la tête, des URL, des hashtags, des choses comme ça. Donc des prénoms, des couleurs. On pourrait en rajouter d'autres. Voilà. Peut-être un petit mot sur le support des langues, on n'en a pas parlé. On a un support complet pour l'anglais, le français et l'espagnol. Il y a d'autres langues qu'on ne supporte pas aussi bien, pas autant. On peut faire un bot qui parle plusieurs langues? Non. Disons, on peut faire... Nous, vous avez vu au niveau des credentials, là, on est obligé de choisir une langue. Pourquoi? Parce que ça simplifie beaucoup de choses. Après, les algorithmes de correction orthographique ils sont une langue. La classification aussi, parce que la classification, même si c'est un problème de machine learning, on fait de la stémisation, on fait des choses un peu qui nécessitent de savoir dans quelle langue on est. Donc après, on peut très bien, comme je vous disais, écrire un bot, donc un ensemble de code, où on a localisé certains fichiers, et utiliser ce même bout de code pour servir plusieurs bots au sens credentials dans notre portail. Vous voyez la différence? Il y a un peu, les bots, il y a deux parties. Il y a la partie credentials, et web service, et puis il y a la partie code, et là on peut partager du code. Et à nous de diriger l'utilisateur vers la bonne langue. Ouais. Oui. Si on doit réagir à toute une série de verbes possibles qui veulent dire la même chose, parler, dire, exprimer, et donc je connais plus aussi dans les synthèmes, ou est-ce qu'on a un système de synonymes, Alors, un NLP plus, chercher ce genre d'infos?
On a, mais c'est encore un peu expérimental, on ne l'a pas encore mis en prod, mais on va le mettre en prod assez vite, je pense. Nous, on utilise des word embeddings, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des représentations vectorielles des mots, donc des projections des mots dans un espace de, disons, relativement petite dimension, qui permettent de fournir un peu automatiquement des synonymes, en fait. Donc ça permet, c'est un moyen parmi d'autres, d'automatiquement calculer des synonymes pour une langue même qu'on ne connaît pas, en fait. Donc on est capable de calculer des synonymes dans une langue qu'on ne connaît pas. Il faut un corpus d'entraînement des word embedding. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, je ne vous ai pas montré dans notre outil de Q&A, mais c'est juste pour les Q&A, on peut enrichir le training set avec des corpus de synonymes. Donc c'est un moyen de faire un peu une sorte de produit cartésien entre les phrases et un corpus de synonymes. Je ne sais pas si je suis très clair, c'est par exemple, vous donnez comme phrase je vais donner un exemple bête, hein, qui est pas. Je veux parier sur le PSG, et puis dans votre corpus, vous avez mis le corpus PSG, puis vous avez Paris Saint-Germain, Paris SG, tous les synonymes de l'acronyme PSG. Donc vous pourriez le faire comme ça, par exemple. Donc voilà, il y a moyen de faire. Ouais. Est-ce que vous récoltez en gros quand le chatbot n'a pas marché? Est-ce que vous récupérez l'information pour influencer C'est une bonne question. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? C'est pareil, je ne vous ai pas eu le temps de vous montrer. On a une plateforme d'analytics de bot, donc où toutes les conversations qu'a le chatbot avec les internautes sont loguées, et où les conversations qui marchent mal sont détectées. Pour l'instant, on n'a pas de processus automatique pour réintégrer ces conversations dans le bot, et on pense que c'est dangereux. Vous connaissez tous l'exemple de Microsoft Tai, le chatbot qui divergeait parce que il apprenait tout seul. Donc on pense que les chatbots qui apprennent tout seul, c'est pas une bonne chose. Par contre, on peut très bien exploiter l'information qu'on a dans la plateforme d'analytics pour à la main aller rajouter des choses. Je pense que dans une prochaine version de notre module de Q&A, on va proposer ça de façon que ça soit très simple. C'est-à-dire que ça sera connecté à la plateforme d'analytics et en un clic, on pourra taguer des phrases et les rajouter facilement au corpus d'ensemble. Comment on détecte que ça marche pas bien? Si on n'a pas reconnu d'intent, par exemple, c'est qu'on n'a pas bien compris la phrase. Oups. Les entités qui sont reconnues par le système, il y a moyen d'enrichir ces entités avec d'autres entités, Oui. avec des ontologies. Oui, tout à fait. Oui. On a des classes qui permettent de faire ça. Donc c'est plus dans le web service, c'est des classes qui tournent dans le bot en local, mais c'est très facile. Mais c'est géré par dessus ou c'est à nous de dire de l'hôtel? Non, c'est très simple, c'est juste on a une classe qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Corpus Extractor, et on lui donne un fichier plat avec l'ontologie, avec le corpus, et puis ça génère l'extracteur, ça fait l'extracteur. Donc il y a quasiment rien à faire. Oui. Alors on travaille là-dessus, donc là on est en train de notre SDK il évolue beaucoup, hein, donc là on l'a rendu très ouvert. La prochaine chose qu'on va ouvrir, qu'on va fournir comme fonctionnalité vraiment majeure dans le SDK, c'est un système de modules. Et par exemple, là, ça peut être des modules tout à fait. On pourra avoir un module qui serait greetings, dire bonjour, un module qui serait des insultes, un module qui serait. Voilà, ça c'est des bons candidats pour des modules. Donc comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que en rajoutant une ligne dans un fichier de config, on a un bot qui sait répondre à des intents prédéfinis. Donc ça, les modules, ça va venir très vite dans le SDK. En termes de NLP, pour augmenter un peu le chatbot, est-ce que vous proposez des choses? Vous voyez qu'il y avait un module NLP dans les différents... C'est ce qu'on a vu un peu, c'est ce qu'on met sous l'étiquette NLP. Nous, il y a le correction orthographique, extraction d'entité, classification. Et par exemple, l'analyse de sentiments.
Alors, on en fait, mais pour l'instant, on ne l'expose pas en tant que telle. Elle est juste dans la plateforme d'analytics. Elle est juste exploitée dans la plateforme d'analytics. Je pense on va la retravailler, l'analyse de sentiment, et on l'exposera comme service standalone. Et du coup, si on, enfin, sur plus long terme, c'est quoi les travaux de recherche un peu ouverts en termes de NLP? Bah, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous, on veut, sur les aspects NLP, NLU, on veut vraiment être à la pointe. Donc sur l'extraction d'entités, on est déjà assez bon. On a publié un benchmark il n'y a pas très longtemps qui est sur on a un blog sur Medium, donc c'est Medium/Botfuel. Donc on a un benchmark, on se benchmark par rapport à Microsoft, IBM, Snips et compagnie. Donc on est vraiment très bien placé. Si on combine, surtout si on combine correction orthographique et extraction d'entités. Mais on veut continuer à travailler sur le sujet. L'autre sujet qui est vraiment clé aussi, bah, c'est la classification. Le problème d'intent classification dont je vous ai parlé, c'est un problème ouvert. On peut y travailler des années, il y aura toujours des progrès à faire, donc on va continuer à travailler dessus, parce que justement, on veut mieux comprendre les phrases, on veut mieux comprendre le multi-intent, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est un axe de recherche, un axe de fond, en fait. Voilà. Après, nous, on a une roadmap, on a plus une roadmap produit, donc sur le SDK, je vous ai dit, le prochain truc, c'est les modules. On a plein d'autres idées dans le SDK. Le Q&A là, que je vous ai montré, on va le faire évoluer aussi. On a plein d'idées pour le faire évoluer. On va refondre, je pense, notre plateforme d'analytics pour l'intégrer plus au module de Q&A, pour avoir un vrai back-office complet. Pour l'instant, c'est un peu des applications en silo. Ouais. Comment vous arrivez à avoir une valeur supplémentaire par rapport à des grosses boîtes comme Apple qui a Siri ou Google, etc., qui ont beaucoup plus de données? Comment vous arrivez à vous différencier sur les meilleurs? Bah, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, Google, ils font plein de choses, mais sur les chatbots, qu'est-ce qu'ils font? Ils font API.ai. API.ai, c'est une startup qu'ils ont rachetée. Donc, Google, sur les trucs toutes les innovations de Google, il faut bien vous dire que c'est des startups qui ont été rachetées par Google. Tous les produits que vous connaissez, qui sont Google Docs, c'est une startup qui a été rachetée. YouTube, c'est une startup qui a été rachetée. Les chatbots, API, ça a été racheté. À part le moteur de recherche, ils ont pratiquement tout racheté. Donc, souvent, ces startups-là, c'est des boîtes un peu plus grosses que nous maintenant, parce que nous, on est 12. Quand ils ont été rachetés, ils étaient peut-être 30 ou 40, mais ce n'étaient pas des boîtes énormes. Nous, on a un focus assez précis. On fait pas tout. On fait des chatbots. On fait de la techno pour faire des chatbots. On a choisi l'angle du SDK, donc ça nous évite d'avoir à faire plein d'interfaces. Voilà, pour faire du drag and drop et des choses comme ça. Donc on se concentre là-dessus. On se focalise vraiment sur l'aspect conversationnel des bots. Voilà, on a un focus assez précis. Et voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme tout. Il y a toujours les grosses boîtes, ils sont plus gros, mais ils sont plus lents aussi. Donc moi, je pense que les startups sont souvent très compétitives sur des domaines pointus. Oui. Vous dites que toutes les conversations sont loguées. Oui. Comment ça se passe pour la confidentialité des données Alors, nous, déjà, on est... je sais pas si tu as en tête RGPD, des trucs comme ça. Vous connaissez pas, mais il y a RGPD qui arrive, là, c'est un peu la panique chez tous les éditeurs de logiciels. Nous, on sera compliant RGPD en mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on fournit les outils. Déjà, nous, c'est, à part quelques exemples, c'est pas vraiment nous qui faisons les bots, nous, on fournit la technologie pour faire les bots. Donc, il y a d'abord un premier problème qui est pour l'internaute de donner son consentement pour que ces données soient exploitées. Mais ça, c'est la personne qui fera le bot qui demandera au début du bot le consentement. Comme sur un site web, vous donnez votre consentement pour vous donner à aller dans des cookies. Voilà, vous êtes habitué à ça. Donc il y a l'aspect du consentement. Après, il y a l'aspect effacement des données. Donc nous, on fournit les endpoints, les API, qui vont permettre d'effacer les données d'un utilisateur en particulier. Donc, voilà. Après, il y a d'autres choses, la rétention des données, etc. Mais chacun des problèmes isolément n'est pas
Moi, je sais pas si ça répond à la question. D'autres questions? Oui. 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 Alors, nous, pour l'instant, on a encore deux classifications. En fait, on a une classification dans le bot, c'est celle des intents, et on a une classification des Q&A. La classification dans le bot, c'est du Node.js pour l'instant encore. Mais très vite, là, on est en train de refondre notre plateforme de Q&A. Donc, toute la classification sera faite par le futur outil de classification qui va plus s'appeler Q&A, qui aura un nom un peu plus générique. Donc, cet outil-là, bah, c'est du Python, effectivement. C'est du Python. Juste pour dire un mot sur les algos qu'on utilise, bah, nous, on explore pas mal de choses. Il y a deux aspects, il y a les algos et les features. Les algos, on fait des algos d'arbres, on a fait des random forests, on fait de la régression logistique. Puis en termes de features, on fait du TF-IDF, on fait des word embeddings. Voilà, on expérimente pas mal de choses. Et c'est en Python. Le deep learning, c'est pas trop adapté, je trouve, pour ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous, on vise à fournir une techno qui permet facilement à des gens de faire des bots. Et les gens qui font des bots, souvent, ils implémentent sous forme de bot un nouveau service pour lequel ils n'ont pas beaucoup de données d'apprentissage. Donc, vous voyez, là, on a pu faire un bot qui marchait à peu près, avec juste à chaque fois des training sets d'une ou deux lignes. Si on avait fait du deep learning, il aurait fallu beaucoup de données. Donc il y a le problème du bootstrap du bot. Donc là, nous, on trouve que c'est pas très intéressant de... Oui, on pourrait. Là, on a une techno qui n'utilise pas de deep learning pour les entités, qui marche bien, qui marche très bien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Ah bah si, il y a du machine learning, si. Bien sûr. Bah là, ce que je vous ai dit, tout ce qui est... Quand je vous parlais de classification, c'est du machine learning. Ouais. Machine learning, mais pas deep learning. Ce qui est à peu près le cas, je pense, de tous les acteurs comme nous qui font des chatbots comme ça. Le deep learning n'est pas très bien adapté à ce qu'on fait. Ok, bah, à moins qu'il y ait d'autres questions, on peut peut-être arrêter là. Bah, si vous avez une dernière question, bah, merci à tous. Ouais, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Là, on va passer du coup à un moment sympa aussi. On va ramener des petites pizzas, bières artisanales, discuter tous ensemble. Il y a des membres de la team Comet, il y a Yann aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci beaucoup et à bientôt du coup. Notre SDK est open source, donc n'hésitez pas à le tester. Nous, on est très preneurs de feedback sur le SDK. C'est pareil aussi, nos API de web services de traitement du langage sont pas open source, mais il y a des plans gratuits, donc vous pouvez les tester autant que vous voulez. Et là aussi, on est très preneurs. Si vous avez du feedback, que ce soit des bugs, des features que vous voudriez voir implémentés, on a un module CRISP, vous pouvez rentrer votre feedback ou autrement nous envoyer un email. Voilà, on y répondra avec plaisir. Merci.